Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous célébrons aujourd'hui le 59e anniversaire de la fête de la victoire. Victoire proclamée au lendemain de la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962 entre la délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne, présidée alors par Karim Belkacem, et la délégation du gouvernement français, présidée par Louis Joxe. Et au lendemain du 18 mars 1962, entre en vigueur à partir de midi un cessez-le-feu sur tout le territoire national. La célébration de la fête de la victoire intervient cette année dans un contexte particulier, contexte marqué par l'intérêt aussi particulier que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde à la question de la mémoire avec toutes les avancées déjà réalisées. La signature des accords d'Évian constitue incontestablement la consécration du combat libérateur du peuple algérien. Elle est l'aboutissement d'un long processus. Pour justement revenir sur ce processus de négociation, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Boukhalifa Amazit. Il est journaliste et scénariste. Bonsoir M. Boukhalifa. Bonsoir, merci de m'avoir invité. J'ai le plaisir de recevoir également M. Kamel Filali. Il est professeur de droit et spécialiste du droit international. Et j'ai le plaisir de recevoir également M. Ammar Belkhouja. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre de libération nationale. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. L'un des négociateurs français, le négociateur le plus en vue à l'époque, à savoir Bruno de Leusse, a déclaré quelques années après, 15 ans après la signature des accords d'Évian, on ne fête pas Waterloo. Au moment où certains historiens aujourd'hui évoquent également Waterloo pour parler des accords d'Évian. Monsieur Boukhalifa Amazit, les accords d'Évian étaient un Waterloo pour les Français en 1962 ? Oui, avec toutes les réserves historiques, bien entendu, ce jour qu'on appelle chez nous le jour de la victoire, nous fêtons la victoire. Il n'a pas volé son nom, son nom ce jour, parce que pour y arriver, il a été long, sanglant, terrible. Il ne faut jamais perdre de vue que c'est de toutes les guerres de décolonisation, c'est peut-être la plus sanglante qui a été menée contre le peuple algérien, parce que c'est une guerre qui a été imposée au peuple algérien. Ce n'est pas les Algériens, ce n'est pas le peuple algérien qui a été déclaré la guerre aux Français, c'est le colonialisme français qui l'a voulu, et qui l'a voulu avec l'intensité, la force, avec la charge culturelle, civilisationnelle, religieuse. C'est pour ça qu'elle a été terrible. Elle a été terrible pour nous. Mais seulement, une victoire vient panser. C'est parce que c'est une victoire, elle vient panser les plaies, elle vient panser les douleurs, elle vient panser le souvenir qui était terrible. Donc, c'était un Waterloo parce que très souvent on lit, on entend, comme s'il se donnait une espèce de prix, de consolation en disant oui, mais militairement. Non, la guerre de libération a été déclenchée, a commencé en 1954. Elle visait quoi? L'indépendance de l'Algérie. En 1962, l'Algérie est indépendante. Qui a gagné? Parce qu'il ne s'agit pas du nombre de morts, ce n'est pas un body counting, combien j'ai tué, combien tu as tué. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire et de réfléchir sur comment se sont déroulées les choses et comment en est-on arrivé donc à ce jour qui est le 19 mars. Après le 19 mars, je voudrais simplement dire que cette fameuse phrase qu'on entend très souvent, le cessez-le-feu n'est pas l'indépendance, n'est pas la paix n'est pas l'indépendance n'est pas la révolution. Parce qu'après le 19 mars, il y a eu près de 4000 victimes de l'OAS. 4000 victimes. Je voudrais le rappeler, c'est le préfet Igam d'Alger qui déclarait, qui a dit tout à fait officiellement qu'entre sa nomination en décembre 1961 jusqu'à la fin juin
1962, c'était Vitalis Cross qui était préfet IGAN d'Alger. Il y a eu 4 fois plus d'attentats de l'OAS que pendant les 6 ans de guerre, par le FLN. Nous allons revenir plus tard sur les exactions commises par cette organisation criminelle, l'OAS. Monsieur Ammar Belkhoudja, donc le 19 mars était une défaite cinglante pour la France? Je ne sais pas, moi je suis un peu prudent sur je disais tout à l'heure, sur l'emploi d'un vocabulaire, d'une terminologie. Parce que si j'appuie cette thèse, si je l'accepte, je vais me ranger derrière les nostalgiques de la J française, pour lesquels le 19 mars est une date de deuil. De deuil, c'est comme si nous, Algériens, avions décidé de le jeter à la mer. Il n'en a jamais été question de cela. Ce qui est un peu révoltant, c'est qu'on a semé dans leurs esprits que ce pays leur appartenait jusqu'à nos jours. Les pieds noirs, les Français d'Algérie, les anciens Français d'Algérie, pieds noirs, ou leurs descendants, continuent à alimenter la thèse selon laquelle nous, Algériens, nous avons pris les armes pour les défaire d'un pays qui leur appartenait depuis longtemps déjà. Donc, Waterloo, c'est la déception. C'est qu'ils ont continué à fonctionner dans cet esprit, dans cette démarche, pour nous accuser aujourd'hui, c'est invraisemblable, hein, que nous leur avons dérobé une patrie. Donc, et puis Waterloo, tiens, parlons-en. Waterloo, c'est encore, ça me rappelle la trahison de Bourmont, qui a retourné ses armes contre son empereur Napoléon Ier. Le col de Bourmont va être récupéré par Charles X et il va l'envoyer, il lui confie l'expédition d'Algérie. Donc, il faut œuvrer dans la correction de la conscience et de l'opinion française. Chez nous, c'est établi. Novembre 54, l'heure a sonné pour mener le dernier combat. Pour les pieds noirs, il faut aujourd'hui qu'ils abandonnent cette thèse que les Algériens ont commis une faute grave. Et tout à l'heure, peut-être que nous allons aborder les accords d'Évian. Tous leurs droits étaient garantis par les accords d'Évian et par le document qui a été signé par les deux parties. Donc, on continue, et cette démarche-là alimente l'extrême droite en France. Elle alimente l'extrême droite qui continue à vilipender un peu le combat, le farouche combat, comme vient de l'évoquer mon confrère Abou Khalfa. Donc, il y a eu trop de sang versé, trop de malheur, trop de souffrance, trop de torture, pour qu'aujourd'hui, une partie de l'opinion française continue à nous accuser d'avoir fait une chose qui ne leur convenait pas. Monsieur Kamel Filali, d'un point de vue juridique, il y a eu les accords d'Évian qui scellent une victoire et une défaite des deux belligérants, pour reprendre le jargon juridique. Bon, moi je vais commencer par dire en ce jour donc, de commémoration, Allah yarham shuhada. Et puis voilà, comme le disaient mes collègues, et j'adhère à leur point de vue, c'est une minorité qui pense de cette manière. Évian n'est pas Waterloo. Et je refuse toute comparaison. Non, Waterloo pour les Français, attention. Oui. C'est pas pour les Algériens. Non, c'est-à-dire, si j'ai parlé de la minorité, c'est pour dire que c'est dans la tête d'une minorité, dans la tête de nostalgiques, dans la tête de certains réducteurs, donc une population, donc notamment de pieds noirs,
qui souhaiterait donc ramener ces accords à une capitulation française, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, parce que il faudrait pas quand même aussi entrer dans le jeu où on discrédite ces accords. Parce que moi, personnellement, et surtout en tant que juriste, j'ai beaucoup de respect pour ces accords, et je rends hommage aux négociateurs et à toute personne ayant contribué justement du côté algérien à c'était une véritable à la fin nous avions vu quand même qu'il y avait une aptitude diplomatique, une agressivité de nos diplomates de l'époque. Quand je parle d'agressivité, c'est bien sûr selon le terme anglais, aggressive, to be aggressive. C'est oser, c'est être audacieux, c'est avancer, c'est ne pas craindre l'obstacle, etc. Et donc, tous ces éléments-là qu'on retrouve chez cette délégation qui est partie pratiquement, non pas vers l'inconnu, mais l'inconnu de ce qui va se passer. On leur a confié une négociation, il fallait la conduire, mais avec quelle arme? D'autant plus qu'il y avait des gens, des personnes qui étaient, disons, habituées à ce type de négociation, habituées, donc, possédant des armes pouvant, donc, affaiblir les positions algériennes, mais ce n'était pas le cas. C'était quelque chose de vraiment merveilleux qui s'était passé. Il y avait un processus qui s'était engagé. Il y avait quand même, beaucoup de valeurs de ces guerriers de leur époque qui nous ont fait déboucher sur des documents qui, quelle que soit leur valeur vue de 2021, ne peuvent pas réduire leur valeur ponctuelle, c'est-à-dire celle de 1961 et 62. D'ailleurs, moi, avec votre permission, je dirais que j'avais peut-être 8 ans ou 9 ans quand Évian était là, et je ne comprenais pas. Mais ce que je retiens, c'est la liesse dans laquelle était notre population le 5 juillet. Et étant jeune, je comprenais que quelque chose s'était passé, c'était l'Algérie indépendante, et c'est cette liesse, c'est cette joie, c'est tout un peuple qui avait donc retrouvé non seulement son territoire, qui s'était retrouvé et qui donc faisait la fête et rendait hommage à ceux-là même qui ont donc combattu et qui ont donné le sang pour ce pays. Voilà. Vous avez parlé de négociations. Les négociations, c'est l'aboutissement d'un long processus durant lequel la partie française avait observé une attitude pour le moins paradoxale, attitude que résume, c'est bien l'historien français René Galissot. Je vous l'invite à la suivre. Politique qui traite avec les États et qui, la politique, une fois l'indépendance de la Tunisie et l'indépendance du Maroc acquise, traite d'État à État. Donc on traite avec Bourguiba et on traite avec Mohamed V au Maroc. Et on traite comme si ces États étaient absolument souverains dans leurs frontières, qui ne sont du reste pas déterminées à l'époque. Bon. Et donc c'est une affaire d'État à État. Et la question du Sahara se trouve prise en quelque sorte en otage dans ces négociations entre États. Et la deuxième perspective, c'est une perspective qu'on pourra appeler néocoloniale ou une politique de capitalisme intelligent. C'est celle qui a mis en place, dès le début de l'année 1957, l'organisation commune des régions sahariennes. C'est-à-dire un pool, comme le pool charbon-acier, un organisme qui allait gérer l'ensemble des ressources pétrolières qui étaient à peu près certaines à l'époque et gazières qui s'annonçaient prometteuses à l'époque et qui allait mettre en place cet organisme économique pour le Sahara. Et c'est sur ces deux politiques que s'appuie la politique de négociation française qui bloque sur, si l'on peut dire, l'Algérie du Nord peut être reconnue, mais le Sahara est exclu de la négociation.
Monsieur Boukhalifa Hamazit, si j'ai bien compris, je pense que la France, au départ, avait entamé les négociations avec des arrière-pensées bien précises. L'idée même, c'est-à-dire qu'en réalité, on a cette impression que les dirigeants français réfléchissaient en parlant. C'est-à-dire que les choses sont venues d'abord de cette proposition très vague de 59 de Gaulle qui dit l'autodétermination, mais ça va être difficile parce que l'Algérie est une poussière d'ethnie, il y a de tout, il y a des Mozabites, des Kabyles, des Chaouis, etc. C'est-à-dire il a pris des régions et puis il a dit que ça ne constituait pas une nation. D'ailleurs c'est une idée qui marche chez beaucoup d'historiens français jusqu'à aujourd'hui, et même nos voisins, et un peu partout, on dit que nous n'étions pas une nation. Donc pour De Gaulle, c'était cette poussière d'ethnie, donc il fallait trouver un dénominateur commun à tout ce monde, à tout ce truc. Donc, et puis ensuite, ça avait marché au Vietnam. Il ne faut pas oublier qu'en 1954, au Vietnam, les négociations ont porté sur la partition. Ça avait marché en Corée. Ça marchait un petit peu partout. C'est-à-dire essayer de garder une espèce d'Algérie utile, etc. Seulement, la différence qu'il y a, c'est-à-dire que la carte de géographie de ce pays a été tracée. Effectivement, elle est moderne parce qu'elle a été tracée par les luttes contre le colonialisme, contre l'avancée colonialiste. Et ensuite, il y avait à l'est et à l'ouest, on a tort de dire, et parce qu'on ne le sait pas, la régence d'Alger avait signé des accords avec les voisins, le Beylika de Tunis et le sultanat du Maroc. Ils avaient signé des accords frontaliers bien avant 1830. Ça avait été signé au XVIIIe siècle. Donc ces frontières existaient. Elles sont à peu près analogues à celles d'aujourd'hui au nord. Mais au sud, l'avancée du colonialisme et les luttes qui ont été menées ont tracé, c'est-à-dire cette algérianité, ce qui allait devenir l'Algérie, cette algérianité a été acquise dans la lutte. Donc il est tout à fait normal qu'ils aient essayé. Ils ont essayé de trouver plusieurs combines, en fait c'est de la combinazione, pour essayer de garder l'essentiel. On se souvient de la mer intérieure, d'une espèce de Sahara qui serait bien entendu exploité par la France, mais au bénéfice d'un peu tout le monde. Et puis il ne faut pas oublier également les tentatives de séduction de la ménocale, autorité spirituelle et temporelle des Touaregs, qui a refusé, qui a rejeté catégoriquement les propositions qui lui ont été faites par l'Élysée, par De Gaulle en personne, qui lui avait fait des propositions, c'est-à-dire, bon, je fais de toi un roi, c'est-à-dire une espèce de roi tulé, et puis, bon, tu te détaches du FLN et de cette Algérie voulue par le FLN. Donc, c'est des stratégies tout à fait normales. Mais la détermination des négociateurs dont vient de parler M. Filali, ces accords, je ne me souviens plus de ce journaliste français qui disait que c'est un chef-d'œuvre juridique. Vraiment, ça a été mené, fait pas à pas, ça a été pied à pied. C'est parce qu'il y avait la détermination de la proclamation de l'appel du 1er novembre, les 4 points. Intégrité territoriale, c'est un point de rupture. Unité du peuple algérien, dans toutes ses composantes, c'est un point de rupture. Le FLN, représentant unique du peuple algérien en lutte, et le 4e point, c'était négociation cessez-le-feu, et non l'inverse que demandaient les Français, la partie française à l'époque. Donc c'était ces points de lutte. On pouvait tout négocier, d'ailleurs tout a été négocié. La lecture des accords d'Évian. Et je voudrais préciser, rappeler une chose, il n'y a aucune clause secrète. Nous allons revenir par la suite, M. Boukhalifa, sur justement cette histoire de clause, d'éventuelles clauses secrètes. M. Ahmed Boukhouja,
les négociateurs algériens avaient respecté jusqu'au bout le serment de novembre dont parle Bourhalma Abbassi. Effectivement, peut-être je vais essayer d'évoquer un point sensible qui fait la différence entre les Algériens et les Français, entre les résistants algériens et les conducteurs de la politique coloniale. Tout à fait au début, Monsieur Ali Boumedjil, qui faisait partie d'un comité international pour la paix. Déjà en 1953, il ne cessait d'attirer l'attention d'opinion internationale que, attention, la situation va d'un jour à l'autre exploser. 1954, dès le déclenchement de la guerre, M. Ali Boumedjil revient, il était bien coté, M. Ali Boumedjil, dans cette institution internationale. Il revient à la charge et il leur dit, c'est le moment de faire la paix et d'accorder les droits au peuple algérien. Personne ne l'écoutait. La guerre est déclenchée et je parlerai de la bonne foi des Algériens et de la mauvaise foi des officiels français. Je m'explique. L'appel du 1er novembre, il y a un alinéa qui précise, je cite de mémoire, que si vous voulez tout de suite, on entame les discussions pour éviter l'effusion de sang. Ça a été dit clairement, et on l'a proposé aux Français qu'on est prêt à négocier. Mais attention, un préalable, là, on ne négocie pas, on ne marchande pas l'indépendance de notre pays. On a refusé de discuter et de dialoguer. L'effusion de sang, l'approche qui était faite dans l'esprit des résistants, de ceux qui ont tiré le premier balle, l'effusion du sang, cela préoccuperait beaucoup plus l'armée française, parce qu'elle va envoyer des enfants des familles françaises périr pour des causes qu'on essaiera peut-être d'aborder tout à l'heure. L'effusion de sang, l'avant-garde de ce peuple savait que son peuple n'allait pas marchander avec le sang et que la lutte durera ce qu'elle durera, nous n'arrêterons pas le combat. J'arrive avant de parler, j'arrive à un point fondamental qui a permis aux négociateurs algériens d'arriver au bout de l'objectif. C'est que la lutte doit précéder la négociation et non l'inverse. Ça, c'est très important, comme l'a dit le professeur Filelli. Les négociations ont été conduites d'une manière intelligente. Et partons de ce principe, à savoir que la négociation suit la lutte armée. Je vous dirai, monsieur Hassan, que 2 jours avant la signature des accords d'Évian, les maquisards étaient encore en maquis et tombaient les armes à la main pour ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plateforme de la Soumam avait dessiné tous les contours qui avaient servi aux négociateurs algériens. Peut-être tout à l'heure, je viendrai sur une question qui est restée jusqu'au mois de février comme conflit, c'est le problème du Sahara. Si vous permettrez, tout à l'heure, je dirai quelques mots, sinon je continue dans ma lancée. Nous allons revenir sur la question du Sahara tout à l'heure, parce que c'est une question fondamentale, puisque vous avez parlé de cette question, l'internationalisation de la question algérienne. Il y avait beaucoup, donc, dès le début d'ailleurs, au même moment où la lutte battait son plein en Algérie, les responsables de la révolution algérienne avaient lancé également sur le flanc, un autre front, le front diplomatique, monsieur Filelli. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Il y a eu quand même, c'est une des diplomaties démonstratives dans le sens où ils ont quand même, en ce qui me concerne, je crois que il y avait une feuille de route qui est l'appel de 1954,
Et c'était un appel non pas uniquement aux populations algériennes pour être donc au fait des évolutions et de ce qui se passait, c'était aussi un appel éventuellement à l'époque à la paix. On peut faire cette paix maintenant. Venez, on va donc négocier, on va discuter comme le disait M. Belkhoudia auparavant. Mais ça n'a pas été saisi. Ça n'a pas été saisi. Mais moi, je crois que dans l'équipe qui représentait les Algériens avec verve, donc, pour parler des viands, il y avait beaucoup de compétences et il y avait beaucoup de diplomatie, et j'irai plus loin. Il y avait ce que les Américains, les Anglais appellent skills. They had diplomatic skills. Ça veut dire qu'ils étaient d'une manière, donc ils avaient une vocation pour faire ce qu'ils étaient en train de faire. Il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau individuel, il y avait d'excellentes valeurs. Il y avait vraiment des valeurs. Quand on prend, par exemple, le ministre des Affaires étrangères du GPRA, M. Allah yarhamou, Saad Dahleb, si on prend encore que Allah yarhamou beaucoup, Karim Belkacem, si par exemple même, puisqu'on parle d'internationalisation, on va vers l'ONU, donc à cette période, la France a été pratiquement isolée. Le GPRA à l'époque était reconnu, je crois, par 32 ou 33 États. D'ailleurs, Karim Belkacem, donc nous avons une petite déclaration de Karim Belkacem qui illustre exactement ce que vous dites, comment il avait imaginé, bien avant l'indépendance, le rôle que devait jouer l'Algérie sur la scène internationale. Je vous laisse découvrir après, je vais vous redonner la parole. Oui. Humain. Voilà, donc ça c'est les repères, et puis aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes dans les constantes qui ont été déjà déterminées avec vigueur dans le temps. Alors, quand on voit aussi par exemple que nos représentants à New York et Washington sont Yazid et aussi Abdelkader Chanderli, et là il faudrait faire ressortir leur qualité non seulement de négociateurs, mais de négociateurs dans la langue comprise par tous au niveau des Nations Unies, qui est l'anglais. Et c'est pour ça que les Français ont un petit peu perdu leur pôle, dans le sens où ils ne savaient plus, ils le disent, ils le déclarent dans certains de leurs écrits, mais ils ont placé des hommes qui manipulent l'américain. Ils n'ont même pas dit l'anglais américain, qui manipule l'américain, et puis on faisait campagne pour cette décolonisation, campagne pour la victoire des peuples, comme ça vient d'être rappelé par Karim Belkacem, Allah yarhamou. Et donc, depuis quand même l'engagement de ce processus, non seulement nous avons cette loyauté, nous avons cette fidélité à nos principes. Et nous voulons rester dans ces principes. Et nous les défendons. Prenons par exemple le principe de l'autodétermination. À ce jour, c'est un principe sacré. Sacré qui a quand même permis la consécration de la victoire ou l'avènement de l'indépendance de l'Algérie, mais il nous a permis quand même d'être... Et là, ce qu'on remarque aussi, c'est le fait qu'on ne parle pas pour nous-mêmes. Nous sommes déjà... nous nous engageons pour les peuples. Nous n'avons pas dit que nous nous engageons pour les États. Justement, donc c'est une déclaration programme. Voilà, absolument. C'est-à-dire que c'est. Et puis il ne faut pas perdre de vue aussi que cette guerre, la nature de cette guerre, n'est pas une guerre contre les Français, contre la France. C'est une guerre de décolonisation. C'est-à-dire que le phénomène colonial est un phénomène historique qui concerne l'humanité, qui concerne, le mot est choisi par Karim Belkacem, chef de la délégation. C'est donc, ça a engagé l'humanité entière, parce que le phénomène colonial concernait les 5 continents, parce que les peuples colonisés, ça concernait l'Afrique, ça concernait particulièrement l'Afrique, qui était entièrement colonisée en dehors de l'Éthiopie. Donc, il était
tout à fait normal. Une guerre révolutionnaire, nous n'avons pas inventé cela. Une guerre révolutionnaire, une guerre de décolonisation, ce n'est pas uniquement l'aspect militaire auquel s'attachent les militaires français qui ont mené des guerres classiques, des guerres pour des frontières, pour des intérêts. Mais là, ils faisaient face pour la deuxième fois à une guerre de décolonisation. Seulement la différence qu'il y a entre le Vietnam et l'Algérie. Le Vietnam, c'était une guerre de décolonisation menée par un parti politique à la tête, un parti politique à la tête de cette guerre. Et en Algérie, c'était un front représentatif, non d'un parti ni d'une tendance au niveau planétaire, c'est-à-dire entre l'Est et l'Ouest, le camp socialiste et le camp occidental capitaliste, mais qui représentait, c'était l'ensemble du peuple, toutes les idées, toutes les tendances étaient représentées. Donc, il était tout à fait normal que ce conflit attire la sympathie de la planète entière. Il y avait après le mot ONU, le FLN était le deuxième nom le plus connu, le sigle le plus connu de la planète. Il y avait des milliers de journalistes qui sont passés ici, des centaines de correspondants qui étaient ici. Donc l'internationalisation s'est faite malgré la volonté de la France qui voulait en faire une affaire interne, qui disait non, c'est un conflit intérieur. Et c'est fait, M. Ahmad Boukhoudia, sans complexe. Il le dit. Sans complexe. Le mot. Absolument. Le potentiel. Le professeur Filali vient de le dire. Mais les négociateurs et les autres dirigeants, bien sûr, c'est une avant-garde d'intellectuels, de gens qui réfléchissent, qui rédigent bien, qui, je ne sais pas, la négociation. J'interviens toujours pour dire, mais nous agissons pour le bien-être de nos peuples qui a été privé de ses droits depuis 1830, mais aussi pour le peuple français, pour lui dire, attention, comme vient de le souligner M. Bokhalfa, que le colonialisme est un cancer de l'humanité. Réveillez votre conscience pour dire que le peuple algérien subit une maltraitance. Alors, la négociation, des contacts, marathon, hein, en 1956, marathon, hein, 5 ou 6 rencontres, la plupart dans le secret. Les envoyés spéciaux de Français, ils venaient contacter nos dirigeants pour leur poser la question suivante. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais que veut ce peuple? Mais c'est absurde, ce que nous voulons. Nous battons pour notre liberté. Ils posaient la même question. De 1956, la négociation va être reprise jusqu'en 1960. La rencontre de Melun avec Maître Ahmed Boumejil et Mohamed Siddiq Ben Yahya. Bah, ça a été l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient la sourde oreille et les combines, dont Bokhalfa avait souligné tout à l'heure la teneur, les combines en même temps qu'on appelle des représentants du FLN ou du GPRA à Melun, en même temps, on semait la diversion dans les maquis. Et on allait contacter Salah et ses compagnons d'armes pour faire diversion. Ça a échoué, cette proposition de la paix des braves. Toutes les cartes ont échoué. Et en 1958, quand De Gaulle vient prendre les destinées de la France, il donne des instructions fermes et formelles au commandant en chef de l'armée française d'utiliser tous les moyens pour affaiblir l'ALN et mettre les Français dans une position de force pour imposer les conditions. Voilà un peu, parce que le FLN, le GPRA défendait le principe suivant, à savoir que la solution n'est pas une solution militaire. Pourquoi elle n'est pas une solution militaire? Mais vous êtes obligés de venir à la table négocier avec nous. Tentative, échec, on arrive grâce au front diplomatique, à la diplomatie de guerre, menée avec perspicacité et intelligente. On va soumettre les négociateurs, on va soumettre la politique coloniale du général de Gaulle à accepter la négociation. Je reviens tout de suite au problème du Sahara.
Il n'était pas question de confier le sultanat aux Touaregs, mais aussi un personnage auquel on lui a proposé d'alléchantes propositions, c'est l'ancien recteur de la mosquée de Paris, Hamza Boubacar, qui a été envoyé en 1959 faire pression sur les conflits religieux du sud algérien, les Tijaniens, les Mouzabites, pour les persuader que le Sahara doit rester une partie séparée de la France. Ça n'a pas réussi. Le Premier ministre, Michel Debré, vient en personne au Sahara pour tenter une deuxième fois de dissuader les chefs spirituels et religieux de s'aligner sur la thèse de De Gaulle. D'ailleurs, ils ont mis en place un ministère des Affaires sahariennes. L'organisme saharien, Oui. le CRS. Oui. Ça n'a pas marché. Rebelote, Hamza Boubacar revient en 1961 et ça va être la phase de la répression. Des magasins de Mozambique fermés, en croûte, des chefs spirituels et religieux écroués. Et ça n'a pas fonctionné jusqu'en février. Les populations du Sud... Ah, tiens, j'avais oublié que l'histoire va revenir à la rescousse. Les négociateurs français défendaient corps et âme que le Sahara n'a jamais existé dans les frontières algériennes. On a confié la tâche à M. Mohamed Chérif Sahlia et à M. Naït Belkacem. Mouloud Qassem, Naït Belkacem. Les négociateurs leur ont confié la tâche de potasser tous les ouvrages qu'ils avaient entre les mains pour revenir avec des écrits et prouver aux Français, aux négociateurs, que le Sahara est partie intégrante de l'Algérie. Ils reviennent et ils prouvent A plus B que le Sahara, depuis la haute antiquité, était partie intégrante avec des signatures françaises. Mais les négociateurs ne savaient plus où mettre la tête, grâce à des intellectuels algériens qui arrivaient à prouver que ce pays est indivisible, sur le plan humain et sur le plan territorial. Puis indivisible, maintenant, puisque vous évoquez les négociations, est-ce que vous pouvez nous expliquer, M. Filali, d'un point de vue, vous êtes spécialiste donc, du droit international, c'est quoi une négociation entre deux États dans une situation de guerre? On est dans une situation de guerre de libération. Entre deux États. Oui. Il y avait la France et il y avait le FLN. Le FLN n'était pas un État à l'époque. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas parler, par exemple, de traité. Et même l'accord, oui, la signification juridique que je lui donne, c'est pratiquement un contrat entre deux parties qui se trouvent être des belligérants, mais c'est un contrat avec des obligations. Et là, j'insisterai sur le point que tout contrat doit être donc négocié, rédigé de bonne foi. Et c'est là où la bonne foi française n'était pas présente, puisqu'on essayait de faire craquer donc le FLN de l'époque. On voulait faire craquer cette équipe qui était bien soudée, de telle manière à créer des brèches, créer des diversions qui pourraient justement les affaiblir. Et là aussi, l'affaiblissement d'une partie, il y a la théorie de ce qu'ils appellent en anglais unequal treaties, or unequal parties in the treaties, c'est-à-dire qu'il y a des parties inégales dans le traité. On ne peut pas signer, par exemple, un document créant des obligations pour du moins les deux parties belligérantes, mais on ne peut pas donc partir sur des bases, sur un déséquilibre entre les deux parties. Il faudrait que les deux parties traitent de la même manière et sur un point d'égalité au départ. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'une partie fasse pression sur l'autre. Pourquoi? Parce que là, on entre dans un autre domaine. S'il y a pression, s'il y a affaiblissement de l'autre partie, le contrat en lui-même peut être considéré devant une cour de justice comme nul. Pourquoi? Parce que il y a cette hiérarchie pratiquement entre les parties, qui est une hiérarchie de fait.
un fort et un faible. Oui. Et là, c'est là où certains, par exemple, qui ont critiqué l'auteur de la fameuse phrase que les accords d'Évian étaient un chef-d'œuvre. Moi, j'ai pensé à Montserrat. Je ne sais pas si c'est lui ou pas, mais je m'en rappelle. L'ont critiqué, ils l'ont critiqué en disant que finalement, ce chef-d'œuvre. C'est Jean Daniel qui avait dit ça. Du moins, moi, j'ai lu certaines critiques qui disaient que ce chef-d'œuvre juridique a finalement débouché sur la capitulation française. Donc, c'est ça il faudrait quand même que les partis puissent négocier sur un point d'égalité et non autrement. S'ils le font autrement, cela veut dire que le contrat est vicié, que l'accord est vicié et qu'il ne peut pas être considéré comme un accord valable. Et peut-être que j'en dirai plus tard, parce que ça peut avoir même des répercussions. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, dans le contexte. Oui. C'est-à-dire qu'il faut toujours interpeller l'histoire. La diplomatie de guerre, c'est le temps de l'émir Abdelkader. Il signe un traité avec Des Michel, il va imposer ses conditions à Des Michel, parce qu'il va leur imposer un blocus économique. Un jeune homme qui prend la direction d'une résistance, mais en même temps qui gère ses États et négocie avec intelligence. Il les met en blocus économique. Des Michel est obligé de signer un traité. On signe un traité, on lui accorde une brèche, c'est Arze, une brèche sur la Méditerranée. Contrat, comme l'a dit mon ami Filali, contrat vite dénoncé parce que Paris a réprimandé Des Michel pour lui dire « Ah, l'émir Abdelkader, vraiment, vous a eu. Hein. » Deuxième alors je précise que l'émir, s'il a signé ce traité, c'est pour pouvoir continuer le combat. Deuxième traité, le premier traité, 1834, deuxième traité, 1837 avec Bugeaud. Dans la même constance, c'est-à-dire signer une trêve pour se renforcer la lutte, acheter des armes, former des constructeurs d'armement. Le traité, vite dénoncé par Bugeaud. Parce que le traité a accordé à l'émir Abdelkader presque les 2/3 du territoire national. Troisième traité, c'est 1847, lorsque l'émir Abdelkader n'avait aucune possibilité de continuer le combat. Il prend la décision, je dirais, monsieur le professeur pourra étayer un peu ces positions et ces attitudes et ces situations, parce que les gens s'empressent à ne pas faire une interprétation saine de l'histoire. L'émir Abdelkader, entouré de toutes parts, le pays ruiné, les tribus complètement démoralisées, il signe unilatéralement la fin des hostilités. Je dirais, il signe la fin des hostilités et il leur dit sous 2 conditions. La première, c'est de m'emmener soit de me rendre ma liberté, soit à Jeanne d'Acre en Palestine ou à Toulon. On va trahir ces conclusions, on va trahir ce traité et on va l'emprisonner pendant 5 années. Voilà un peu les 3 phases qui ont précédé la guerre de libération nationale. L'émir Abdelkader nous a donné des leçons de diplomatie, même s'il était en guerre. Il nous a donné des leçons de diplomatie, effectivement, monsieur. Effectivement, M. Amar Belkhoudja. Pour revenir aux négociations d'Évian, le défunt Reda Malek parlait de négociations au forceps, mais aussi d'une consécration internationale. Je vous invite donc à découvrir cette déclaration de Reda Malek. La négociation, pour la première fois, s'ouvrait d'une façon officielle entre un gouvernement qui se considérait toujours en lutte pour son indépendance et un gouvernement français qui, pendant des années et des années, avait refusé tout contact avec le FLN et évidemment tout contact, a fortiori, avec un gouvernement provisoire. Ce qui fait que pour nous, cette conférence était une consécration internationale. M. Boukhalifa Amazit, une conférence, consécration internationale.
Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des accords d'Évian? Des accords même, c'est-à-dire que c'est la première fois depuis 1830, la première fois depuis 1830, que des négociateurs, c'est-à-dire de l'État français et non des militaires, non pas des... Parce que les négociateurs, que ce soit des Michel, que ce soit Bugeaud, que ce soit ceux qui ont négocié en temps de guerre, dans une situation de guerre, pour avancer ou reculer des pions. Mais là, on négociait du destin d'un pays. C'est la première fois que les Français ont accepté de s'asseoir à la table de négociation. Grâce à quoi? Grâce au fusil de chasse. C'est le fusil de chasse du Djabon. C'est le fusil de chasse pris en 1954 par des patriotes qui ont pris la décision qu'ils ne le lâcheront qu'une fois mort ou ami si tu tombes, un ami sort de l'ombre et prend ta place. C'est-à-dire qu'ils vont se remplacer les uns les autres. C'est un moment d'une solennité extraordinaire. Et la responsabilité de ceux qui ont été désignés pour aller négocier était énorme. Énorme. Ils allaient parler pour la première fois avec le colonisateur, directement, négocier directement avec lui sans intermédiaire, et du destin de toute l'Algérie. Ça, ça ne s'invente pas. Des moments comme cela ne s'inventent pas. Ensuite, le choix des négociateurs. La délégation a été faite, ils ont été choisis, non pas parce qu'ils étaient les meilleurs, pas du tout, mais ils connaissaient parfaitement, parce qu'il est face aux politiques, c'est-à-dire ceux qui avaient le poids politique, avec eux, il y avait des jeunes, des gens de l'ombre, Al-Damel, entre autres, Ben Yahya, et d'autres, et d'autres, et d'autres, ceux-là, c'était la cheville ouvrière, c'était les petites mains qui savaient tout. Quand il s'est agi de Redamel, qui me l'a raconté un jour, quand il s'était agi, par exemple, de la question de l'éducation, de la langue, d'enseignement, etc., Kerem Belkacem dit à Redamel, lève-toi, va, il dit désigner quelqu'un pour aller négocier ça. Là, ici, à cette table, on négocie de l'indépendance. On ne négocie pas d'autre chose. Maintenant, les aspects techniques, oui, on peut les faire. Et il y avait ces jeunes qui étaient là, qui s'occupaient des dossiers qu'on allait considérer comme annexes. Parce qu'ils ont essayé, et d'ailleurs dans ses mémoires, Edam Malk le rapporte, ils ont essayé pendant les négociations de les fourvoyer dans des espèces de choses-trappes, dans des espèces de pièges, de petits pièges, des pièges de la langue. On connaît tous cette fameuse réplique de Saad Dahleb, où quand Jox a essayé de jouer avec les mots, et Dahleb lui dit « Attendez, j'ai pas compris ». Jacques lui dit « Écoutez, faites-moi confiance, j'ai négocié, j'ai signé, j'ai fait des traités depuis la Société des Nations, et je connais ce genre ». Il a dit « Tout ce que je ne comprends pas n'est pas français ». C'est-à-dire qu'il fallait des gens d'une grande habileté pour... C'est pour ça que ça n'a pas été obtenu facilement. Il y a eu plusieurs, Évian 1, les Rousses, etc., tout cela. Mais ce qui était assez remarquable, c'est que les négociateurs algériens, ils avaient plein pouvoir de négocier. Ils ne téléphonaient pas à Tunis pour avoir des... Ce qui se passait, toutes les interruptions, c'était les négociateurs français. Et à chaque fois, il fallait téléphoner à l'Élysée. On téléphonait, on demandait, alors voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'on... Et c'est ça qui a fait traîner les choses. Mais les Algériens, ils étaient sûrs de leur fait. Ils étaient sûrs, encore une fois, de ces 4 points de rupture. Le reste, on peut discuter comme vous voulez. C'est pour ça que des questions comme le nucléaire n'ont pas été abordées, parce qu'ils n'avaient pas de spécialité. Et puis, Reda Malek le dit, il dit qu'en ce qui concerne le nucléaire, nous ne savions pas ce que c'était. Personne, d'ailleurs même les Français ne savaient pas, n'étaient pas très au fait de ce machin. Et c'est pour ça que je reviendrai sur ça, une insistance de Belkhada, qu'il écrit, qu'il le dit, qu'il a dit à plusieurs reprises, qui a insisté, il n'y a pas
de clauses secrètes militaires ou autres. Tout ce qui a été. S'il y a des choses que nous ne connaissons pas, c'est que ça a été fait après, mais pas pendant les négociations. Et tout le monde connaît cette anecdote aussi de Khalil Belkacem qui demande à la relecture du document, et Jox qui lui dit « mais relire les 96 pages ?» Je dis « oui, on va relire les 96 pages ». C'est-à-dire qu'il n'y a que 96 pages. Et je crois que le professeur Filali, qui a eu les originaux pratiquement entre les mains aux Nations Unies. Le document déposé justement aux Nations Unies. Justement, c'est du professeur Filali. Voilà, je suis toujours avec une grande admiration pour ces négociateurs algériens qui étaient à Évian. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire le job, ils ont montré donc beaucoup d'audace, beaucoup de qualité technique, dans le sens où ils savaient qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que là, quand vous parlez par exemple des 93 pages ou 96 pages, et il est prêt à les relire, ils ont démontré aussi une certaine patience et une certaine technique à étudier. Moi, je ne signe pas, je ne bouge pas, avant qu'on ne reprenne le tout et qu'on s'entende sur le tout. C'est pratiquement aller paragraphe par paragraphe. Et ces techniques sont généralement utilisées à l'ONU. Moi, j'ai fait 8 ans à l'ONU en tant que vice-président du Comité international des droits de l'enfant. Et puis nous écrivions des recommandations ou des textes, etc. Nous étions 18, on n'était pas tous d'accord sur le contenu. Et comme le disait notre ami, la terminologie est très très importante, surtout en matière de droit international. Donc les termes doivent être précis, doivent être circonscrits, doivent cibler, donc, et des fois même on écrit avec de l'ambiguïté pour permettre un rattrapage des choses, etc. Et donc voilà, cette internationalisation, ce document qui est à l'ONU, a été enregistré par les Français, puisqu'il y a un texte dans la Charte des Nations Unies qui dit que tout document, ou tout accord, ou tout traité international établi, donc rédigé par un membre de l'ONU, et la France était membre à l'époque, doit obligatoirement être enregistré auprès du secrétariat de l'ONU, et le plus tôt possible. Même s'il a été fait, et c'est ce que les Français ont été fait. Et ce document contient plus de pages que l'origine, contient moins de pages que ce que vous veniez de citer. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui manque exactement? Ça doit être simplement un truc. Ça doit être peut-être. C'est verbal. Voilà. C'est pas verbal. La plupart des historiens parlent d'un document de 96 pages. Ah oui, voilà. Donc, et ce qui est important de dire ici, c'est qu'il y a eu aussi une clause pour le settlement of disputes, c'est-à-dire pour régler pacifiquement les litiges qui seraient éventuellement une conséquence de l'application de ces accords. Donc on va automatiquement puiser aussi dans l'article 33 de la Charte. Ils ne disent pas que c'est l'article 33, mais ils font appel donc à la négociation, ils font appel à toutes les procédures donc, qui seraient pacifiques, et même font appel par exemple à la Cour internationale de justice. Il y a aussi autre chose, c'est que les accords tels qu'ils sont enregistrés seraient le document de base s'il y a un litige. Et auprès de la Cour internationale de justice, donc s'il y a un litige, s'il y a une affaire, qui serait portée devant cette Cour, et moi je soupçonne ici un petit peu une arrière-pensée dans ce que j'ai vu dans les
préconisation du professeur Stora. Dans son mémoire, c'est que il me donne l'impression qu'il veut un petit peu revenir vers les accords d'Évian et pousser à réaliser ce qui ne l'a pas été. Comme si, par exemple, la partie française a été lésée par les Algériens. Alors que personnellement, moi, je suis toujours, je vais toujours dans le sens de, voilà, vous avez eu l'impression d'avoir fait tellement de pas, continuez, nous vous encourageons à le faire. Moi, je suis pour la présentation d'excuses, ce qui ouvrirait éventuellement, qui créerait un espace pour d'autres documents tels que par exemple un traité d'amitié dans lequel, par exemple, vous viendrez régler d'autres problèmes qui ont surgi après ces accords ou que nous avons rencontrés durant l'application de ces accords, ou tout ce qui interviendrait comme étant problème à résoudre aujourd'hui dans les relations algéro-françaises. Jamal Belkhodja, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire M. Fillel? Oui, et sur ce qu'a dit aussi mon confrère Boukhalifa. C'est cette compétence du personnel diplomatique et négociateur. Et parmi ce personnel diplomatique, je retiens un personnage qui mérite peut-être une mention spéciale. C'est M. Ahmed Boumejel, qui, lui, est présent à toutes les étapes. Depuis 1956, c'est-à-dire les contacts secrets, jusqu'aux contacts officiels. Ça veut dire quoi? Et là, un point très important sur lequel insistait M. Boukhalifa, c'est qu'il connaissait le dossier. Il n'avait pas besoin d'autres consultations. Et le FLN le reconnaissait, le PGPRA reconnaissait les compétences de ce personnage, parce que quand il négocie en toute indépendance des consultations extérieures. Ça, c'est très important. Très important qu'on n'avait pas besoin de donner un coup de fil pour dire je bute sur telle ou telle question. Et là, si je peux, c'est donc le capital confiance qui existait, non seulement entre ce que je suis en train d'appeler avec beaucoup d'amour l'équipe et leur hiérarchie, soit le GPRA ou par la suite le CNRA. C'est-à-dire qu'ils ont donné des pleins pouvoirs. Vous négociez. Vous négociez, et dans la négociation, vous savez, les négociations, quand on les mène, on a tendance à discuter des choses sur lesquelles on s'entend pour les faire dégager, et ensuite on passe sur les points ou les thèmes qui font mal. Et là on commence aussi à faire des deals. Je te donne, tu me donnes, on fait ceci, cela, et c'est là quand même, il y avait cette latitude donnée à nos négociateurs qui a fait, et cette confiance aussi, qui a fait qu'ils réussissent de cette manière. Le document à M. Boukhalifa Mazit a été signé pour la partie algérienne uniquement par Karim Belkacem. Or, les Français, ils étaient 3 ministres à le signer. D'abord, parce qu'il ne fallait pas donner la primauté à un ministre par rapport à un autre. Ils avaient le même grade de négociateur. Et ensuite, nous l'avons assez souligné, c'est-à-dire que la délégation algérienne était partie avec son planning, sa feuille de route, et puis ils ont été jusqu'au bout. Donc, il était inutile. Et puis ensuite, parce que Karim Belkacem était vice-président à l'époque. Il était au sein du GPRA. Donc, il avait la primauté par rapport aux autres négociateurs. Mais je pense que ce n'est que ça. Parce que la photo que nous voyons et l'illustration qu'on donne de ce document, c'est en fait, il y a des photos très souvent qui datent de Évian 1 ou des Rousses. Il n'était que 8 à Évian 2, il n'était que 8 à la signature, il n'était pas plus, il n'était pas très proche. Mais ça a été jusqu'à la dernière minute, c'était pas
pour la photo qu'on a fait Evian 2, c'est parce que tout a été rediscuté âprement. Pourquoi? Parce que il y a eu une réunion en février, après les Rousses, où on avait fait, il y a eu une réunion le 22 février 1962 du CNRA, où il y a des personnalités politiques qui s'étaient abstenues et même qui ont voté non, qui ont participé à Evian 1. Oui, c'est vrai, mais seulement donc il y avait quand même un climat démocratique à l'intérieur de la délégation. Et à l'intérieur du CNRA, où les choses se discutaient en toute démocratie, il n'y avait pas de chef et de sous-chef, tout le monde laissait ses grades et ses galons à l'extérieur, et les débats étaient très âpres, très durs entre les... C'est pour ça, donc, aux négociations, on était tous d'accord, parce qu'on a réglé le problème. Les problèmes ont été réglés. Il y a un aspect qui est très important, sur lequel très important, c'est il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, parce qu'il a surgi après les accords. C'est la furia de l'OAS qui a provoqué l'exode massif, un des plus importants du XXe siècle, l'exode massif des pieds noirs. Et comme le disait Cheikh Amar tout à l'heure, au début de notre discussion, ce n'est pas le FLN qui a dit la valise ou le cercueil. Ce n'est pas le FLN, ce n'est pas les Algériens qui ont mis dehors les Français. On a mis dehors le colonialisme, mais pas les Français. D'ailleurs, le cessez-le-feu, en ce qui concerne les Algériens, il a été respecté à la lettre, même par les valeureux combattants de l'ALN, comme le montre cet extrait, la déclaration du cessez-le-feu de l'armée de libération nationale. Je vous invite à le suivre. Document que vous connaissez parfaitement, M. Boukhadra. Oui, c'est un document qui a été fait par la télévision belge. C'est une chaîne de télévision belge qui a filmé ça. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est dans le discours du responsable militaire de la LN, il termine « L'indépendance n'est pas la révolution ». C'est-à-dire que la révolution allait se poursuivre parce qu'elle est née de la guerre. La révolution est née dans la guerre de libération et elle allait se poursuivre, et ils le disent, elle allait se poursuivre, et nous allons connaître par la suite des luttes. Et ce qui est tout à fait normal, il n'y a pas de honte à en parler, il n'y a pas de honte à les dire, ces luttes. Bon, on a dit ça pour le pouvoir, mais c'est aussi parce que chacun portait en lui ou avait des propositions de projets de société, un projet qui se confrontait, parce que l'unanimité pour qu'on aille vers l'indépendance, une fois l'indépendance acquise, bien entendu, les contradictions qui n'avaient pas été aplanies pendant la guerre allaient naître, et elles sont nées, et nous les avons vécues. On voit bien la discipline de la partie algérienne, que ce soit la discipline au niveau de la délégation, mais aussi au niveau de l'armée de libération nationale, qui a décidé, même au niveau des maquis, de respecter le cessez-le-feu. Or, au sein de la partie française, il y avait des anciens officiers, des généraux français qui ont appelé justement à casser, à remettre en cause les accords d'Évian. Les germes du fascisme remontent en mai 1958, avec ce fameux comité de salut public. Les germes du fascisme chez les colons, chez le colonialisme, vont se perpétuer. Et nous en avons assisté encore en janvier, au 26 janvier 1960. Les barricades, avec Joe Ortiz, avec La Gaillarde, ça va continuer en avril 1961, avec le putsch. 4 généraux qui ont servi dans l'armée française vont basculer dans la dissidence, et ils vont alimenter encore ces germes du fascisme dans ce que sera l'organisation armée secrète. Plusieurs officiers qui ont servi dans la... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'armée française, il y avait des éléments qui cultivaient
qui cultivaient le racisme contre ce pays, le racisme contre ce peuple en lutte, la discrimination et le refus d'accorder la souveraineté à ce peuple. Ça va se terminer par une tragédie, je dirais, pour l'ensemble des pays noirs d'Algérie. Parce que nous, après 7 ans de guerre, nous allons continuer à subir les assauts meurtriers de cette armée. Et la victoire va se terminer par ce désespoir de cette armée qui s'est transformée en une armée de mercenaires. Je citerai un nom, le colonel Yves Godard, qui était présent avec Bijar, avec Massu, qui dit oui, j'ai assisté à la première bataille d'Alger. J'ai assisté à la deuxième bataille d'Alger, la sienne, 59-60. C'est lui qui fit enlever Aïssat Idir en juillet 1959 et qui le fit brûler et assassiner froidement, sans pitié. C'est encore lui qui va passer à l'Ouest. Vous remarquez cet itinéraire? Être loyal à cette armée française qui défend les couleurs françaises, la patrie française, l'empire colonial, qui passe à l'assassinat des avocats défenseurs de FN, à l'assassinat des enseignants comme Mouloud Ferhoun, à l'assassinat des femmes de ménage, à l'incendie de la bibliothèque nationale, des milliers d'œuvres. D'ailleurs, il y avait des journées, ce qu'on avait. Oui, des journées. Mais il y avait des journées des femmes de ménage. Plus tard, pour expliquer que ce peuple n'est pas haineux, plus tard, des Pieds Noirs venaient en visite, revisiter leurs anciens domiciles, leurs anciennes villes. Et les Algériens n'étaient pas haineux, les accueillaient avec beaucoup de bienveillance. C'est des leçons d'humanisme qu'on donne aux nostalgiques de l'Algérie française. Et s'il y a... Oui. Juste pour rebondir sur ce que disait Amal, c'est... il y a eu le FLN et le GPRA très particulièrement ont été très vigilants. Ils ont dépêché le commandant Seazdine, Omar Sdir, Ali Mousdir, Ali Lounissi, des anciens de la Wilaya 4 pour l'essentiel, des anciens officiers de la Wilaya 4, membres du commandement de la Wilaya 4, ont été dépêchés à Alger justement pour la défense citoyenne. Ils ne sont pas venus avec des détachements, ils sont venus réorganiser la zone autonome pour faire face justement à ce... Quand ils sont passés à l'action, c'était l'action, ce qu'on appelle l'action du 2 mai 1962, qui répondait à l'attentat du port des 72 dockers qui ont été assassinés, et c'est cet attentat qui a fait des centaines de blessés, et ils ont répondu, c'est-à-dire que la situation était devenue irréversible. La peur a changé de camp. Et à partir de ce moment-là, c'est un élément très important, c'est-à-dire que les accords d'Évian n'ont pas tenu compte de l'élément humain, c'est-à-dire de ce rush. Reda Malk raconte, il dit que les négociateurs, d'une façon générale, discutaient. Il disait qu'en 1972, disons 10 ans après les accords, il resterait environ entre 400 000 et 600 000 Européens. C'est ce qu'il croyait. Mais oui, cet élément, ce suicide collectif, c'est-à-dire ce départ désespéré des populations civiles, sous les menaces de l'OAS, c'est l'OAS qui a changé la donne. C'est-à-dire que si des aspects des accords d'Évian peuvent paraître aujourd'hui comme étant dépassés, ils n'étaient pas dépassés parce qu'il y a cet élément qui est intervenu. Quand on parle de remboursement, personne remboursait quoi et qui? Personne n'a chassé ces personnes-là. Personne ne leur a dit de partir. Les actes de nationalisation ne sont intervenus que 6 mois après les départs. Les décrets de masse se sont venus presque 1 an après le cessez-le-feu. Ces gens étaient partis.
Donc aujourd'hui, donc demander à être indemnisé ou autre, je ne sais pas au niveau du droit international comment est-ce que ces choses se passent, mais parler d'indemnisation, parler de ces gens n'ont jamais été chassés. Et qu'il y avait ce climat de... le FLN craignait justement ce départ. Parce qu'il fallait faire marcher les aéroports, faire marcher les centraux téléphoniques, les centrales électriques, les barrages. C'était eux les cadres. Organiser la rentrée scolaire de 1962. Organiser, c'était mission impossible. Et les responsables du FLN à l'époque n'étaient pas suicidaires au point de chasser les gens qui faisaient marcher l'économie et qui faisaient marcher le pays. Il y avait cette terreur et la politique de la terre brûlée. La terre brûlée, oui. Revendiquée clairement par l'OAS. C'est-à-dire que l'OAS a créé l'horreur, et des deux côtés de la Méditerranée. Et puis, pour cette minorité nostalgique qui aujourd'hui continue à voir cette indépendance algérienne, qu'elle leur est restée en travers, ce qui fait que il faudrait quand même que les attitudes, que la culture change et qu'on passe à autre chose. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'éventuellement, quand on présentera les excuses, moi je pars du principe qu'il y a un bourreau et qu'il y a des victimes. Et le colonialisme en tant que tel, qui a commencé en 1830, ça a été un cauchemar. Ça a été l'horreur, ça a été une politique de terre brûlée, on tuait, il y avait des enfumades, il y avait tout pratiquement. Dans le listing, c'est une école de torture, de vraiment d'être, de faire tout ce qui est contraire à l'humanité. Et c'est parce qu'ils nous voyaient comme des personnes qui étaient donc des sous-humains, peut-être personnes qui n'avaient pas les mêmes attributs que ces Français, et pour cela, donc, on n'avait pas le droit à la revendication ni d'un territoire national, ni d'autre chose, ni de liberté. On devait accepter, subir, éventuellement vivre de ce qu'ils veulent bien nous donner. Mais ça a été rejeté avec beaucoup de résistance, et surtout, et on le voit, on le voit sur le terrain avec les combattants armés, on le voit avec aussi les négociateurs, et on le voit avec le peuple. Il n'y a pas une liesse, Ammar. L'indépendance. Après l'indépendance. Mais le 19 mars, il n'y avait pas, justement. Moi, les gens étaient... parce que j'avais raconté vivaient une la histoire. terreur de l'OAS. Et l'OAS, ça a été au sens qu'on leur donne aujourd'hui. Premièrement, c'est une affaire franco-française, et deuxièmement, c'est des criminels. Des criminels, ils tuent, ils plastiquent, ils volent, voilà. Et puis, ce sont des gens issus des fois des pieds noirs, donc de la police, de l'armée, etc., qui contribuent. Hein, le quarterant de généraux, c'est l'armée française qui a agi et qui n'a pas uniquement menacé, a exécuté et voulait retourner vers, par exemple, la période de 18... Terreur de l'OAS, il y avait un exécutif provisoire chargé de préparer un référendum d'autodétermination qui, grâce justement aux unités de l'armée de libération nationale, de l'ALN, a réussi à l'organisation de ce référendum, M. Boukhalifa. Le référendum a été organisé effectivement sous l'égide, conformément aux accords d'Évian, il a été organisé sous l'égide du Rocher Noir, ce qu'on appelait le Rocher Noir, c'est-à-dire l'exécutif provisoire, qui était dirigé par Abdelrahman Fares. Il y avait mais il y avait, je voulais revenir à l'autre structure qui était la zone autonome d'Alger. Oui. La zone autonome d'Alger, c'est elle qui a organisé, c'est-à-dire qu'ils ont créé
des hôpitaux, par exemple, parce qu'on exécutait, quand on emmenait, après les attentats, on emmenait les blessés à l'hôpital, ils étaient exécutés à l'hôpital. Donc ils ont créé des cliniques, ils ont créé des boulangeries populaires. C'était vraiment, Alger était devenu, d'ailleurs, qui a été comparé à l'époque par des journaux à la Commune de Paris, en 1870. C'est-à-dire que Alger était devenu autonome. Et puis il y avait, c'est-à-dire que l'objectif en fait était de rendre caduques les accords d'Évian par un soulèvement des populations algériennes de la capitale et d'Oran très particulièrement, ces villes qui ont été particulièrement touchées. Tout le pays a été touché par l'OAS, mais très particulièrement ces métropoles, que ce soit Alger ou Oran. Donc, essayer de rendre caduques ces accords pour pouvoir faire intervenir, qui ne demandait que ça, l'armée française. Mais ce qui est très important, c'est-à-dire que les institutions françaises, d'une façon générale, si on compte la valse des départs des gouvernements durant la 4e République, la valse des allées et venues des gouverneurs, des ministres résidents ici à Alger. Par la suite, on croyait que la solution enfin trouvée était le putsch de 1958, c'était un putsch. De Gaulle revenait, l'enfant prodige revenait sous le machin des généraux en réalité. Ces mêmes généraux, c'est-à-dire que quand l'armée française devient putschiste, l'armée héritière de Napoléon, de la rigueur, l'armée héritière des institutions, que ce pays, c'est un grand pays, parce qu'il faut dire, mais pour leurs intérêts bien sûr, a créé cette armée, c'est-à-dire le cœur de la nation. Il devient putschiste. C'est la déstabilisation, c'est dire à quel point cette guerre de libération a été puissante, elle a touché les racines, les fondements même de la République colonialiste, du système colonialiste. L'Empire s'est écroulé ici. C'était l'Empire qui tombait. Ce n'était pas un pays uniquement comme ça. C'est l'Empire colonial. C'est l'Empire colonial français. Et c'est là le problème, parce qu'on leur a enseigné qu'il y avait un empire. Ah oui, que l'Algérie faisait partie de l'Empire français et que même les contingents, quand ils venaient de France, les jeunes qui faisaient partie du contingent, on leur expliquait qu'ils allaient faire la guerre pour la France. Oui, bien sûr. Parce qu'une partie de la France risquait de s'en aller. Et c'est en arrivant en Algérie qu'ils avaient découvert la réalité, qu'il y avait un peuple qui quand même était autochtone, qui était né sur cette terre, qui l'a revendiqué et qui ne vivait pas dans les mêmes conditions que les Pieds Noirs, qui pour la plupart sont des ressortissants, ou plutôt je dirais des personnes venues de pays européens, et que je considère personnellement du point de vue droit comme étant une population artificielle et non pas une population ce sera la dernière question. C'est pas le mot de la fin. Donc, alors, M. Amar Boukhoudia, vous avez évoqué Ahmed Boumendjel, mais aussi Ali Boumendjel au début de l'émission. Aujourd'hui, le président français a reconnu que Ali Boumendjel a été non seulement assassiné, mais également torturé. Réaction par rapport à cette décision? Je suis vraiment prudent quand il s'agit de mêler la politique à l'histoire. Étant un chercheur, j'ai appris un peu... Au droit, ici. Et au droit, oui, en histoire et au droit. Étant un chercheur qui puise ses qualités chez les Khaldouniens, c'est-à-dire la rigueur, la rigueur. La lucidité chez Mohamed Chérif Sahli, chez Lashraf, chez Frantz Fanon. Je ne tiens pas à mêler la politique au droit et à l'histoire, mais je dirais une chose. Est-il concevable aujourd'hui que l'État français, à travers la personnalité de son président,
Puis de temps à autre, je dirais de temps à autre, la première tentative, c'était contacter la famille de Maurice Audin pour lui dire, écoutez madame, oui, aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après, l'État français reconnaît que votre mari a été assassiné par les parachutistes français et ont fait disparaître son corps. On n'ajoute pas que celui qui l'a assassiné, qui l'a enlevé, l'a fait assassiner, c'est le lieutenant Charbonnier qui a eu droit à une distinction supérieure. On ne le dit pas. On ne dit pas non plus que Ahmed Boumengel, Ali Boumengel, on l'a fait basculer du 6e étage et on n'ajoute pas qu'on l'a accusé de s'être suicidé. Ce qu'il faut expliquer, là je reviens encore à l'interprétation de l'histoire. Moi je ne tiens pas à me mêler de la politique, des accords qu'ils peuvent avoir entre État et État, ça c'est continuer à avoir de bons rapports. Et je reviendrai à Ali Boumengel ou Maurice Audin, que le chef d'État invite la famille pour lui dire « Oh là là, oui, vraiment, on vient de reconnaître un peu ce qui s'était passé. » Mais Ali Boumengel, c'est un Algérien que les parachutistes ont assassiné parce qu'il est algérien et il est impliqué dans le combat de l'Algérie contre le fait colonial. Pas contre le peuple français, pas contre les pieds noirs, mais contre un système. Donc si Ahmed Boumengel appartient à ce peuple, il est un peu maladroit, malaisé de présenter des excuses à la famille. Un homme qui sort, qui accepte de se sacrifier pour son pays, n'appartient plus à sa famille. Il appartient à la grande famille qui est son peuple. Il appartient à son Algérie. Et s'il est mort, et s'il a été assassiné, c'est au nom, pas au nom de la famille. On n'a pas kidnappé pour faire mal à sa famille. On a fait mal à sa famille. Biologiquement, il appartient à cette famille. Mais le sacrifice dépasse longuement l'appartenance biologique. Un mot par rapport donc à ces petites avancées de la partie française aujourd'hui. Oui, on peut les considérer comme des avancées, comme des changements plutôt sympathiques dans leurs attitudes, qui nous ont habitués à être plus, je ne dirais pas strict, mais je dirais refusant d'aller vers l'autre. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, les pas qu'on a fait par rapport à Maurice Audin et par rapport à Ali Boumengel, ils devraient être faits vis-à-vis l'Algérie tout entière. Qu'on fasse des études, plutôt des excuses, qu'on essaye. Il faut des hommes, et je crois que le président Macron a le cran pour pouvoir bousculer les choses et faire avancer les choses et aller dans cet esprit gaulliste qui veut toujours aller de l'avant et reconnaître donc toutes les horreurs commises contre le peuple algérien, contre notre pays. Et comme je l'avais cité auparavant, cela pourrait éventuellement ouvrir un espace pour l'ébauche d'autres programmes, d'autres actions. Et j'ai parlé d'un traité d'amitié entre les deux pays qui a été donc lancé à un moment donné. L'idée était en l'air et ensuite on l'a perdu de vue pour des raisons qu'on n'a pas besoin d'évoquer, mais peut-être qu'il faudrait repenser les choses d'État à État. C'est-à-dire, on ne veut plus de cette attitude où on se comporte. Nous sommes dans le principe de la réciprocité, c'est-à-dire que nous sommes tenus par le droit et nous sommes tenus aussi par notre engagement à respecter les normes pour lesquelles on s'est engagé. Vraiment un mot, M. Boukhalifa Mazid, sur les archives, puisque le président Macron également a décidé d'ouvrir les archives qui concernent la période qui couvre la période de la guerre de libération nationale.
C'est-à-dire, je crois que ce sont autant de gestes, de ce qu'on appelle des gestes de bonne volonté. Que ce soit, je crois que le professeur Stora a fait un certain nombre de ce qu'il a appelé des préconisations, non pas des suggestions ni des propositions, mais des préconisations, et c'est en train de devenir, à mon sens, c'est en train de devenir une espèce de feuille de route pour les relations. Ceci étant, c'est unilatéral, c'est absolument unilatéral, c'est-à-dire que c'est laissé à notre appréciation, à l'appréciation de tout un chacun. Le gouvernement algérien, d'une façon générale, ne s'est pas encore prononcé officiellement sur tout cela, mais il ne peut que s'en féliciter de toutes les façons, même si ce n'est pas ce qui est attendu, du moins si j'ai bien compris les discours de notre gouvernement. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer les dossiers de la mémoire pour aujourd'hui. Je tiens à rendre hommage à tous les martyrs de la guerre de libération nationale et à souhaiter une bonne fête de la victoire pour le peuple algérien. Merci et à bientôt.